Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame et... La chaîne du Wargame et... Non, ça devient lourd à force. Mais quoi? Non, bah, tu dois le dire, les gens attendent que tu le dises, ça fait partie des trademarks de la chaîne. Mais non, mais aujourd'hui on est vachement factuel, on a besoin de rien d'autre. Oui, mais on va être salé quand même, donc. Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et du sel de Camargue. Ah, De Camargue. à la Très bonne très heure. beau cadeau de Gab pour l'occasion. Et aujourd'hui, de quoi qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de notre tournoi, donc LTC2, le bien nommé. Est-ce qu'on ferait pas une présentation globale de qu'est-ce qui s'est passé? Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? On a organisé notre second tournoi OPR de l'année. Bon, un événement OPR Grimdark Future sur 2 jours à la mode des orgas de 40K qui font dans le même style pour leur petite sauterie, sauf que nous, on joue pas au même jeu. Non. L'idée c'est quoi? C'est de réunir un maximum de joueurs dans un espace convivial autour d'OPR. Donc on voulait prendre le temps de passer un moment ensemble autour des tables de jeu, au propre, comme au figuré. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous fallait des tables sympas, mais aussi un environnement festif. Donc, on sort les décors à thème et on fait venir le traiteur. Le but, c'est que les gens arrivent et mettent les pieds sous la table pour se concentrer sur le jeu. Ouais. Et alors, pourquoi est-ce qu'on organise un tournoi EPR Grimdark Future? C'est bien connu. Comme on n'arrivait à rien en tournoi 40K, on s'est trouvé un jeu de niche dans la niche pour s'inventer une vie et enfin exister dans le milieu compétitif. C'est d'ailleurs bien pour ça que j'essaye d'y mettre mes gosses. C'est pas pour qu'ils se trouvent une motivation à apprendre l'anglais, c'est pour pouvoir leur mettre branlé sur branlé sans avoir de problème avec la brigade des mœurs. N'importe quoi. Maintenant que ça a été dit, un tournoi c'est bien, mais bon, au niveau organisationnel, comment on met en place tout le merdier? Alors, le règlement et le déroulé général sur la durée de l'événement doivent être fixés en amont dès l'ouverture des inscriptions. On passe bien évidemment par T3 pour apporter un maximum de stats et de visibilité au système de jeu en dehors de nos petites frontières personnelles. Le format, les règles de construction de liste et la durée des parties sont fixés dès l'ouverture des inscriptions pour que les gens sachent où ils mettent les pieds. C'est un minimum. On ouvre à 12 joueurs, mais on étend rapidement à 14, vu l'affluence. Oui, ce qui était chouette, une bonne Ouais. surprise. Tout à fait. En première intention, on souhaite accueillir dans les meilleures conditions, mais on ne veut pas non plus trop frustrer les gens. Oui, c'est un petit milieu, donc autant qu'on puisse se retrouver à un maximum. Voilà. Donc se retrouvant avec 14 joueurs, on a besoin de 7 tables pour faire les 5 rondes prévues. Donc, il faut penser au timing avec les services municipaux, pour la mise à dispo des tables, des chaises, des clés de la salle. Mais grosso modo, l'avantage du secteur semi-rural, c'est que ça tourne assez bien. Oui, ça va, c'est pas les associations qui se bousculent. C'est ça. Je me suis construit un tableur pour tout ce qui est appariement et je teste les formules et leur comportement en amont du jour J. Par contre, j'ai absolument tout en local. C'est-à-dire, Les listes format texte, les scénarios, l'ordre d'inscription, qui a payé les repas du midi, qui est compté pour le repas du soir. oui, parce que les papiers ne tombent pas en panne. Voilà, le classement mis à jour, tout ça, tout ce qui me permet de gérer mon événement pour savoir, en fait, pour que ça puisse se faire sans connexion Internet. J'ai un 15e joueur en dispo au cas où on se retrouve impair le jour du tournoi. Souvenez-vous, lorsque vous organisez un truc IRL avec de vrais gens, vous partez toujours du principe que c'est comme quand vous jouez une partie avec les événements aléatoires des mondes hostiles. Vous ne savez jamais sur quoi vous allez tomber. Oui, quelqu'un peut avoir un empêchement, une maladie, peu importe, voilà. L'idée, grosso modo, c'est d'être autonome le jour J. Bon, et maintenant qu'on a mis tout ça en place avec une logistique absolument délirante, digne des pharaons, comment ça se déroule une fois qu'on est sur place? Alors, le principe, il est simple. On n'invente rien, puisqu'on pompe tout sur le principe de la ronde suisse. Oui, c'est ce qui marche le mieux. Le tirage aléatoire pour la première ronde, puisqu'on n'a pas encore de goal average aujourd'hui. On met les pseudos dans un chapeau et une main innocente tire. Une fois la première ronde finie, les vainqueurs s'affrontent entre eux par classement dégressif. Le premier rencontre le second, le troisième rencontre le quatrième, etc., etc. La règle fondamentale, 2 mêmes joueurs ne doivent jamais se rencontrer 2 fois. Pour le classement au cours du tournoi, on donne 5 points pour la win, 2 points pour l'égal, pas de points en cas de défaite. Modulo
des points de victoire ramassés durant la game. Donc ça se cumule. Alors oui, parce qu'en fait, après réflexion, c'est le meilleur système que j'ai trouvé pour le moment, qui permette de temporiser le classement au mérite, sans rentrer dans le laborieux calcul de notes sur 20 des parties type ETC à 40K. Donc on a en fait une grosse prime à la victoire, d'accord, 5-0, mais elle se voit temporisée au fil des rondes et entre les différentes tables par les points de victoire de chacun qui se cumulent. Donc ça veut dire quoi? En gros, gagner une game avec un point d'écart, c'est pas tout à fait la même que de mettre un 7-0 sur le même scénario. Donc avec tout ça en plus qui vient se surajouter donc au point fixe pour la victoire cumulé au point de scénario, on a une note de peinture qui arrive, une note de modélisme d'ailleurs, oui. Soyons plus larges que la peinture. Alors tout à fait, parce que pourquoi? Parce que on a, alors il y a deux raisons principales. La toute première raison, en fin de compte, c'est parce que nous sommes affiliés à un club de modélistes amateurs. Tout à fait, les mordus ariégeois pour ne pas les nommer, qu'on ne remerciera jamais assez pour le prêt de la salle dans laquelle on se trouve actuellement, pour toute la logistique qu'il y a derrière. Donc voilà. Donc il fallait garder notre identité. Ça veut dire qu'on est là aussi parce que ça fait partie du hobby pour monter, peindre des figurines. Et aussi et surtout, tout simplement, parce que le modélisme fait partie de notre hobby de manière générale. On va noter la peinture. Pourquoi? Parce que la peinture, sur le rendu final d'un modèle réduit, ça représente entre 70 et 80% du boulot. Oui, au moins, oui. Donc on a 5 niveaux. Présence de modèle non peint ou juste sous-couché, 0. Plus de 3 couleurs ou teintes sur toutes les figurines, 1 point. Aplat, jus, éclaircissement, le travail des socles, 2 points. Travail de la couleur, effet de style et décalco, 3 points. Aspect global de l'armée avec un vrai projet de modélisme, 4 points. Et dans l'éventualité où on se trouve en présence d'un nouveau expo et plus, voilà, 5 points. D'un bon gros barbare qui a bien passé 2 heures sur chaque figurine de fantassin de base. Note de peinture qui a été faite par des modélistes dont c'est le hobby de manière générale. Oui, c'était des extérieurs au tournoi. Ce n'est pas nous qui avons noté les figurines, c'est des gens du club qui sont venus avec un œil totalement neutre, sachant pas sur quoi ils allaient tomber, qui ont noté. Parce qu'il va bien falloir parler maintenant. Ah bah, il va falloir qu'on embraye sur notre expérience personnelle au niveau de ce tournoi. Hein. Qu'est-ce que ça s'est passé? Est-ce qu'on n'attaquerait pas par ta liste du coup? Oui, pourquoi pas, même si on rentrera plus dans les détails dans la vidéo qui va suivre au sujet de la méta. Très V3-4 ta liste. Alors, c'est en fait... Très V3-4. Voilà. Moi, je suis parti du principe qu'il fallait jouer le jeu, aller chercher la V3-4 dans ses fondamentaux. Ce qui change en V3-4, au-delà de certains wordings, aménagements de règles, c'est surtout l'apparition de la jouabilité des volants. Voilà. Donc, on joue le jeu direct, on met 2 croissants d'écran. À 500 points pièce. À 500 points pièce. On sait que ça ne prend pas les objets, mais c'est pas grave. Derrière, on va compléter avec les 3x3 scarabs et les 2 grosses unités de FEP qui arrivent pour taper un peu tout ça avec la fameuse unité de dépeceur. Souvenez-vous, liste Robot Legion sans dépeceur, liste suspecte. Ah bah, et sans scarab, donc là on a les 2. On a le tout combo. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir du CAC fort qui tâche et du tir. Parce que finalement, le croissant Nécron, c'est quoi? C'est la débat qui se téléporte. Et écoutez, si tu nous parlais de ta liste. Alors pour moi, ça a été plus compliqué que pour toi parce que j'étais parti pour jouer Orc sur ce tournoi-là. Je m'étais crafté une jolie liste qui avait fait quelques tests relativement concluants, donc je partais bien content. Et puis la V3-4 est arrivée et ma liste est passée de 2500 à 2900 points, donc d'un seul coup. Donc du coup, je suis parti sur une liste Plague Disciple qui ne m'a pas satisfait jusqu'à la dernière minute. Au moment où je l'ai déposée, je me disais qu'il y avait plein de trucs qui n'allaient pas dans cette liste. Et effectivement, c'est le cas, on va le voir sur le déroulé du tournoi. Donc qu'est-ce que j'ai joué? L'habituel paquet de 20 zombies, parce que c'est fait sur le boulot, et ils ont fait le boulot. L'habituel paquet de 10 Plague Disciples, 10 Plague Marines, pardon, avec les Ratata. Les Ratata, la Région. Pour une fois, j'ai fait un peu original, j'ai mis des canons laser dedans, pour voir.
Oui, mais ça, c'est parce que les volants te faisaient peur. Pas tellement les volants, mais les grosses bêtes en règle générale. Voilà. Parce que je sais qu'il y a toujours un gros truc qui sort en face et que je peinais toujours un petit peu en anti-char à longue distance. Bon. Une Devastator avec 3 autocanons dedans parce que c'est le fun et qu'ils ont bien fait leur boulot. Et ensuite, ça c'était la partie sur table. Et la partie hors table, j'avais les indispensables Terminator à faux pour aller engager le corps à corps avec les grosses bêtes. Les posséder pour avoir de la mobilité, parce qu'il en faut, et une autre escouade de Terminator qui était arme combinée avec fuseur et un sorcier niveau 3 dedans. Mais il n'y avait pas que 3 niveaux de sort dans ta liste. Ah non, j'avais 2 sorciers, j'en avais aussi un dans les omblos. Mais dans tous les cas, je suis rentré sur le tournoi avec une liste qui me satisfaisait qu'à moitié. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein. La V3-4 a impacté pas mal de joueurs. On n'a pas eu beaucoup de temps pour se faire les dents dessus. Certains ont découvert des listes où le budget explosait. D'autres ont découvert des listes avec des mécaniques un poil différentes, avec peut-être des points en plus, mais ils ne savaient pas trop quoi mettre dedans. Ça, on détaillera dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine, mais c'est vrai qu'une augmentation ne serait-ce que de 5% sur une liste de tournoi, ça déséquilibre complètement. Tu es obligé de la repenser de zéro et ça peut être problématique. Bon, pour ce qui concerne la première ronde, quoi qu'est-il qui s'est passé? Alors, la première ronde, c'est pas compliqué. On va avoir le scénario type OPR. On se déploie sur les longueurs de table. Les joueurs doivent placer 5 marqueurs d'objectifs sur la table. À la fin de la partie, chaque joueur marque un point de victoire par objectif contrôlé et par mission secondaire remplie. Mais pour nous, il est nécessaire de pouvoir apporter un petit plus à certaines armées qui se trouvent parfois en difficulté pour réagir T4 et donc leur permettre de pouvoir scorer tout au long de la game sur des objectifs dits secondaires qui apparaissent donc aujourd'hui dans les règles avancées du jeu avec un tirage aléatoire qui détermine de 3 objectifs secondaires communs aux 2 joueurs. Que chacun d'entre eux peut remplir. Par exemple, si vous lancez les dés, vous tombez sur 31, il faut être le premier à détruire une unité ennemie. Donc le premier qui détruit une unité ennemie score un point. Mais ça peut être aussi détruire l'unité ennemie qui contient 3 modèles ou plus, et qui est la moins chère ou la plus chère, peu importe. Vous avez un total de 36 objectifs différents possibles. Oui, ça reste quand même un sujet dans la mesure où on a pris le tableau des objectifs secondaires d'EPR Vanilla parce que, pareil, V3-4 qui sort, il y a pas mal de trucs qui changent. J'avais pas le temps de me retourner pour pouvoir... Pas forcément le temps de tout lire, d'écrire, etc. Mais objectivement, ce tableau est bourré de défauts. Il y a certains objectifs secondaires qui sont juste une primo vainqueur, genre contrôler tous les objectifs. Bon, t'as gagné. T'as gagné, donc t'as encore plus gagné. Voilà. Ou pire, mettre une unité dans à 12 pouces de chaque point de table, c'est-à-dire qui va réussir à faire ça. Donc il y en a quelques-uns qui sont clairement ou très difficilement faisables ou qui ne font qu'avantager le vainqueur. Donc si on reprend un jour ce tableau, il faudra l'écrémer un petit peu pour virer certains objectifs secondaires qui sont un peu... Je pense qu'ils ont voulu en mettre trop. Oui, je pense que le tableau précédent de la V3-3, où il y avait mieux. 18 objectifs, était bien suffisant. Tout à fait. Voilà. Bon, on a essayé, on essuie les plâtres d'une nouvelle version, on se saura pour la prochaine fois, voilà. Donc ça, c'était la première partie. Pourquoi celle-ci en première partie? Pourquoi? Parce que c'est la toute première partie du week-end. Il ne faut pas que les gens ils découvrent un nouveau jeu en arrivant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse commencer doucement avec le scénario que tout le monde a à peu près l'habitude de jouer. Pas de complexité particulière, ça permet de se mettre en jambe tranquillement. En parlant de mise en jambe, tu tombes sur qui? Je tombe sur la liste que j'avais estimée la mieux construite. L'intégralité des listes qui nous ont été proposées. C'est pas estimé, factuellement, c'était la mieux construite. L'une des listes qui me disait, moi, ce joueur, ce gars-là, le mec qui a fait la liste et sa liste, je veux les rencontrer. Et le hasard fait bien les choses. Donc direct, première partie, bim, direct. Alors, Donc c'était Primark 666. Qui jouait Blood Angels. Blood Angels, avec à peu près tout ce que la V3-4 peut nous proposer. On entrera dans le détail. Voilà. Notamment avec l'unité d'artillerie Blood Angel qui permet de sortir stat, un volant en régène par tour. Oui. Beau challenge. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc je transpire du cul. Pardon. On déploie nos armées. Donc le G pour commencer, qui choisit son quart d'état, sa zone de déploiement. Le gars pose en premier. Qu'est-ce qu'il fait en premier? Qu'est-ce qu'il fait? Il pose ses scouts. Ses scouts avec Advanced Tactics.
Advanced Tactics, donc nous avions intellectualisé à la lecture de la liste, qu'il allait servir à bouger l'artillerie sans la faire bouger, puisqu'elle ne fait pas d'action, à faire pampan, de manière à ce que... Et qu'elle continue à garder son -2 pour être touchée. Exactement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il met les scouts au centre de la table. Donc du coup, je me dis, c'est par là qu'il va mettre l'artillerie. Donc moi, je commence à temporiser avec la pose des scarabs. Et petit à petit, les choses aidant, il pose d'autres unités. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pose son artillerie cachée au fond, derrière un bunker. Ah, trop loin pour l'advance tactique, donc. Ah oui. Et surtout, ça me permet de positionner mes volants, moi, bien à l'abri derrière d'autres bunkers. Et surtout, hors de portée. Donc, je me dis, écoute, c'est pas compliqué. Moi, je vais pouvoir y aller. Donc déjà... et il y est là. Fatal. Et surtout, grosse surprise. Le gars me pose l'unité d'assaut Blood d'élite de la mort, là, sur la table. Mais ils ont pas en bouche, les gars. Ouais, mais je les mets. Ça peut être un choix, hein. Bon, donc, effectivement, mes volants font ce qu'ils veulent, ils sortent l'artillerie, on fait ce qu'il faut, on se met à l'abri. Tu déroules ta game. Très honnêtement, le challenge initial a été modéré par les petites erreurs de placement. Alors après, c'était parmi ses toutes premières parties de PR. Et c'est exactement la discussion. J'ai tendance à penser qu'un mec qui, sur ses premières parties de PR, te sort une liste comme ça, le jour où il va la maîtriser à fond, là, on va te faire un peu plus que transpirer du cul. Ça faisait d'ailleurs partie des discussions que nous avons eues après la partie, où effectivement, il m'a dit « Ah ouais, j'aurais dû faire ça, tac, tac, tac. » Donc le gars a été, grosso modo, il a été content parce qu'il a vu, il a compris certaines choses. Le potentiel de sa liste déjà. Voilà. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement, sur cette première liste, je l'emporte très clairement. Donc sur ma première partie, je score un 7-0. Ce qui, sur un scénario comme ça, est plutôt pas mal. Donc 7-0, rappelez-vous, ça permet de marquer donc du 12-0. Voilà, donc tu fais les 5 primaires et 2 secondaires. C'est ça, exactement, je remplis tout, je fais full. Bon, moi, sur ma première ronde, je tombe sur un solide client que je joue assez régulièrement, donc on se connaît bien. Je tombe sur Vlad, avec sa liste... Le hasard. Ah, je tombe pas si souvent que ça sur lui en tournoi. Par contre, on se joue souvent le week-end. Donc je sais que c'est un solide client. Par contre, je sais aussi, parce qu'il n'en a pas fait mystère, que sa liste, il n'en est pas parfaitement satisfait, que pareil, c'est une liste qu'il a un petit peu bricolée à la dernière minute, qui reste sur son axe fort, qui est que c'est une liste qui potentiellement ne déploie rien sur la table, et qui va tout arriver sur la tronche en embuscade. Donc du coup, c'est ce qu'il fait. Je ne suis pas surpris parce que je sais que c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc je suis contraint de jouer de la façon la plus carrée, la plus sérieuse possible, en attendant de voir où est-ce que ça va débarquer et savoir s'il me laisse une porte ouverte. Le fait est qu'effectivement, il m'a laissé une porte ouverte, que ça se voyait que c'était une liste qu'il n'avait pas en main et qu'il avait un petit peu de difficulté à séquencer, à comprendre comment son armée allait se jouer. Donc c'était un avantage pour moi, dans la mesure où ma liste, certes, ne me satisfaisait pas pleinement, mais c'est comme des unités que je joue quasiment à chaque fois. C'était pas son cas, donc j'ai eu ce petit avantage-là, ce qui m'a permis de dérouler la partie. Ça a été difficile quand même, il a fallu s'employer, parce que ça reste un joueur très solide. Mais globalement, j'ai pas été spécialement en grosse difficulté sur la game. Donc ouais, tu scores 5-1 en fait. Voilà, 5-1, donc c'est plutôt confortable. C'est une bonne entame de tournoi pour moi, parce que je tombe sur un joueur que je sais être un joueur très sérieux, et je fais une win dessus, donc c'est plutôt très intéressant pour commencer son tournoi sur un bon pied. Donc la première ronde, cool. Donc qu'est-ce qu'on fait après? On va manger, donc le traiteur nous sert une excellente paella, histoire de pas trop être bourratif d'entrée de jeu. Oui, on était léger pour la deuxième ronde. Voilà, pour la deuxième ronde. Donc là, la deuxième ronde, c'est le déploiement en quart opposé. Donc les joueurs doivent placer 4 marqueurs d'objectifs sur la table. La zone de non-déploiement est divisée en 4 parties égales et chaque marqueur d'objectif est placé au centre de chacune d'entre elles. Il y a 4 objectifs. Voilà. Donc à la fin de chaque tour, les joueurs marquent un point de victoire par objectif contrôlé. Là, c'est du scoring cumulatif. Exactement. Et donc il n'y a pas de secondaire. Et donc là, du coup, il n'y a pas de secondaire. Donc en ce qui me concerne, je vais tomber contre Eriga, qui est donc une liste Titi fort populeuse. D'accord, avec beaucoup d'unités.
Nativement, à la lecture de la liste, je suis inquiet parce que je sais que je vais avoir énormément de difficultés à gérer sa masse. Et ça se déplace très bien en plus. Et ça se déplace très bien, très vite. Donc je sais qu'au niveau des objets, je vais être embêté parce qu'il va pouvoir aller les chercher et me les reprendre. Parce que souvenons-nous, moi, pour pouvoir scorer, je n'ai que les scarabs. Donc, en début de game. Donc c'est vrai que les scarabs, c'est compliqué. Donc, je sais qu'en face, en plus, il a une unité qui est un peu son anti-aérien de la liste. Et son anti-aérien de la liste, c'est le fameux Carnifex avec ses 2 tirs AP3 d'Idley 6. Lock-on. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je le gère. Donc, pour le gérer, je sais que c'est la seule menace qui peut vraiment inquiéter mes volants. Donc, je dois y aller. Donc, qu'est-ce que je fais? T1, j'envoie un croissant sur le Carnifex et je ratata tout dessus. Je lui fais perdre 6 PEV, il rase son test de co, il épine, je suis safe. Ensuite, je peux envoyer mon volant gérer d'autres menaces. Les choses aidant, il se passe quelque chose d'intéressant pour moi, c'est que comme j'ai l'init autour d'eux, parce que j'ai moins de figurines que lui sur la table, moins d'unités que lui sur la table, il est obligé de placer ses FEP, je suis obligé, pardon, de placer mes FEP en premier. Comme j'ai un nombre de FEP impair et strictement supérieur à 2, je place ma première FEP pour temporiser avec les dépeceurs, et ensuite lui est obligé, s'il le souhaite, de placer sa seule et unique FEP. Ouais, mais alors quel FEP? Alors, le guerrier Titi, avec les 20 attaques PA4 qui défoncent tout, son problème c'est qu'il a une qualité de 4+. Donc moi, évidemment, qu'est-ce que je fais? Je sais que j'ai le T2, je me place en FEP de telle sorte à vider ses guerriers. D'entrée de jeu. Voilà. Donc je les vide avec, je ne sais plus s'ils avaient la régène, mais je les vide avec une unité de factionnaire. C'était plié à ce moment-là, j'ai pu dérouler et malgré tout, voilà, je réussis à l'emporter très facilement. Du coup, bilan des courses en fin de game, fin T4, je score 11 à 4. Ah, oui, effectivement. Ouais. Donc ça fait un petit 16-4 au final. Donc, voilà. C'est bien pour toi parce que tu engranges beaucoup de points pour le classement J'engrange beaucoup de points dès les premières parties. Donc, moi, par contre, au niveau scoring sur cette partie-là, ça n'a pas répondu tellement à mes attentes. Donc, je tombe sur aussi une armée de Titi, donc de Alienive avec l'armée de The Key, qui, lui, était parti sur un archétype Grounid. Complètement l'opposé du Ce qui, déjà, de base, sur la table, est quand même vachement fun visuellement. Tu as plein de grosses bêtes, c'est très cool. Le souci que j'avais, c'est qu'une moitié de mon armée était en FEP, que je ne pouvais pas trop me permettre de les mettre sur table parce que j'allais en avoir besoin pour aller chercher ces grosses bêtes et aller chercher ces objectifs. Et scorer aux objets. Exactement. Donc le problème, c'est qu'il prend pas mal d'avance T1 sur le scoring en allant se placer sur les objectifs. Et l'inconvénient, c'est que les gros nids, il n'y en a pas beaucoup, mais tu les sors pas si facilement que ça. Donc tant que tu les as pas sortis, ils continuent à scorer. Donc T2, j'étais quand même pas mal en retard au scoring. Donc il a fallu que T3, T4, je sorte les rames, les dents, tout ce que tu veux, pour pouvoir remonter au score. En termes de combat pur d'attrition, je lui ai quasiment table rasé son armée, je crois qu'il lui restait l'exocrine à la fin. Ce qui montre que mon armée tape dur, donc elle est plutôt bien construite de ce côté-là. Tu lui as viré 5 unités, quoi, du coup. Oui, puisqu'il en avait que 6. Pas n'importe quelles unités, il y avait quand même du gros avec beaucoup de PEV, des grosses sauvegardes, il y a de la régène en plus, parce qu'il a construit sa liste pour pouvoir spammer la régène un petit peu partout. Donc plutôt content des dégâts que j'ai infligés. Maintenant, infliger des dégâts ne suffit pas. Mon armée, clairement, n'était pas conçue pour les parties à scoring progressif. Voilà, moi, c'est une armée de late game, donc qui se comporte bien en fin de partie. Donc là, clairement, j'avais pris trop de retard sur les 2 premiers tours pour pouvoir emporter une victoire clean. Alors, je m'en sors sur un match nul, 4-4, je crois. C'est ça. 4-4, qui me satisfait. Grosso modo, de ton point de vue, tu sauves la game. En plus, ça a été une partie très sympa parce que, bon, on va le répéter à chaque fois, mon adversaire était quand même très cool. On a passé un bon moment ensemble à la table. J'aime bien les matchs nuls parce qu'au moins personne n'est frustré. Et pour finir la journée du samedi, jamais 203. Alors, la 3e partie du samedi, c'est toujours la plus compliquée parce qu'on a du boulot entre les pattes, on va dire. Il fallait quelque chose de simple mais pas simpliste. Alors, on rigole avec le déploiement. Le fameux... Oui, en losange avec 2 autres déploiements séparés en triangle dans les coins des tables.
Les joueurs doivent placer un seul marqueur d'objectif qui doit se trouver à plus de 12 pas d'un bord de table ou d'une zone de déploiement. Ah, si loin, si proche. À la fin de la partie, chaque joueur marque 2 points de victoire pour le contrôle de l'objectif et 1 point de victoire par mission secondaire remplie. Prime à l'objectif principal, mais en backup, pourquoi pas, histoire de sauver les niches, les missions secondaires. Tu fais tes 3 secondaires, l'adversaire n'en fait aucun, il a l'objectif central, tu t'en fous, t'as gagné 3-2. Bon. Donc les secondaires sont importantes sur cette game-là. Donc cette partie, c'est un cousin éloigné de King of the Hill. Oui. Ouais. Bon, on se retrouve au milieu, on se met des claques. Contre qui c'est-il tu tombes? À force, souvenez-vous le principe de la ronde suisse, les vainqueurs affrontent les vainqueurs. À force de faire que des wins, tu tombes sur un gros client. Je tombe sur un gros winner. Ouais. Bon. Donc gros winner, la personne de Game Boy. Game Boy qui nous propose donc une liste Ground Zero. Ouais. En Marines, traumatisé qu'il fut par la liste de Vlad lors du tournoi d'Avignon. Ouais, mais vous créez des monstres à force aussi. Parce que le mec, il est venu avec le couteau entre les dents et ça s'est vu. Hein. Les gens apprennent. Ah, mais c'est bien, hein, après, il faut venir avec le couteau entre les dents. Voilà, donc il est venu le couteau entre les dents. Et à force de discuter avec les autres, complètement terrorisés par l'existence probable d'une vraie liste V3-4 avec des avions, alors qu'on n'était pas habitué, dites donc, jusqu'à présent. Il se dit, super, moi j'ai de la FEP, on score T4, T1, tu te déploies, je mets personne. T2, joue, moi je mets personne. Donc le mec commence à arriver T3. Si. Ah, mais c'est legit, hein. Il peut le faire, il a aucune raison de ne pas le faire. Il a droit, on ne contrôle pas un objectif, le tour où on arrive en FEP. Donc il était fondamental pour lui d'arriver T3. Donc, je me retrouve à construire mon petit château, le temps de pouvoir me déplacer, de faire avancer les tours. Et lui, il arrive T3 avec l'intégralité de son armée. Et quelle armée en plus? Voilà. Alors, on ne va pas lui enlever le mérite de cette construction de partie, mais c'est vrai que quand avec 2 croissants Necron, on arrive à faire 5 points de vie à un Landspeeder, on ne peut pas nier que l'effet de jeu, ça stresse des fois. Dans tous les cas, t'as payé 1000 points de croissants Necron qui ont rien fait pendant la moitié de la game parce que juste, il y avait personne en face. Et il a eu raison. Là, les mecs, ils sont comme ça, tu sais, t'as payé... Quand est-ce qu'ils arrivent? Ils sont à la bourre quand même, non? Qu'est-ce qui se passe? Il a eu raison. Ah, mais complètement. Donc, en fin de partie, des petits placements qui sont pas tout à fait intéressants ou que j'aurais peut-être pu mieux arbitrer. Je perds 2-1. Il a la win. C'est naturel. Bon. Et souvenez-vous pour la suite que gagner 2-1. Ah, c'est un petit score, c'est ça le problème. C'est un très petit score. Me concernant, cette ronde 3, j'allais dire cette putain de ronde 3, mais je le pense quand même. Je tombe contre ma deuxième Alien Hive de la journée, en la personne de Nudge, qui est un joueur de notre cercle qui est débutant dans les wargames, mais qui a pris une considérable progression ces derniers temps. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il joue dans un milieu vachement relevé, quoi. Oui, aussi. Liste solide, rien d'incroyable, de fantastique, on se dit « Oh mon Dieu, c'est incroyable », mais solide, il n'y a pas de point faible, c'est conçu pour faire à peu près tout et n'importe quoi. Alors moi j'aurais mis des casters, mais comme il est encore un peu jeune dans le hobby, il a du mal à gérer Après c'est tout un ça. choix aussi, bon voilà, tu mets tes points où tu peux, voilà. Donc bon, une liste solide, mais sur ce type de scénario, c'est du late game, je sais que mon armée est très endurante, je sais qu'elle cogne dur, je sais que j'ai les outils pour aller m'installer au milieu, mettre des claques et puis gagner la game sur... Donc, elle était pour toi. Donc, allons-y. Alors, il ne faut normalement pas accuser le destin. Mais c'est sans doute dans mon top 3 des pires parties de ma vie depuis que je fais du wargame, et je fais du wargame depuis 25 ans. Premier tour, j'ai sur la table quelques tireurs, mes terminators sont en FEP, ils attendent leur voilà. Quelques unités adverses qui s'exposent un petit peu, je leur tire dessus, je les descends, bon voilà, jusqu'ici c'est de la préparation, on commence à arriver sur la table, on attend le T2 pour se faire mal. T2, donc comme je vais avoir l'initiative au tour d'après, je pose ma première escouade de Terminator avec fuseur en face de rien, d'ailleurs, c'était juste en appât. Voilà. Mort à l'appât, un Trigon, qui fait juste... Un Burrower, qui fait juste derrière, et là me dis-je, bon, pas de problème mon vieux, tu coûtes cher,
et j'ai les moyens de te flinguer, donc du coup, hein, je mets juste à côté du borrower qui vient d'arriver, mon deuxième escouade de Terminator avec défaut, et il répond au défi en collant dans le même secteur son prince tyrannide volant. Bon, là je me dis, il va y avoir d'énormes gifles qui vont s'échanger, mais j'ai l'init. Et mon escouade de Terminator avec que des fuseurs et un castor qui fait très très mal, je me dis, bon toi le Trigon, tu vas pas passer le tour. Voilà, sauf que, me dit-il, oui mais mon Trigon en arrivant, je lance 3D, sur chaque 2 plus que je fais, je te fais 2 touches à P1. Bon, me dis-je, sur des Terminators, allez, au pire j'en perds 1, ça m'emmerde, c'est pas très grave. Bon, évidemment il fait 3 fois 2 plus, donc il me fait 6 touches à P1, je rate les 6 sauvegardes, j'ai donc de la régène à 6, hein, je rate mes 6 régènes à 6. T'es putride à 6. Putride à 6, donc je perds flat de Terminator sur juste l'arrivée de son Trigon, il a encore rien fait, il est juste là. Voilà, donc forcément j'en ai perdu la moitié, donc je fais un test de morale que je rate. Mais c'est formidable. Précisons qu'en secondaire, il devait buter mon héros le plus cher, et qu'il devait buter mon héros qui avait le plus de points de vie. Ça tombe bien, c'était la même figurine, qui est couchée par terre, on le rappelle. Bon, mes Terminators des Shroud se disent, bon écoute, le Trigon il commence à m'emmerder, je vais lui rentrer dedans et je vais le buter. Donc je le charge. Deuxième fait de jeu. Voilà, j'ai 5 attaques à 3+, Furious, AP4, Deadly 3, et je lui fais 3 points de vie. Il riposte, et il m'en fait 2. Formidable, me dis-je, tu as perdu le corps à corps, tu vas devoir faire un test de morale avec une chance sur 2 de le rater, peut-être que le destin va être de mon côté. Et là, il me dit, mais pas du tout, j'ai Fear 2, tu as perdu le corps à corps, fais un test de morale que je rate. Donc, ma première activation du T2, j'ai déjà mes 2 escouades de Terminator, le nez dans la poussière. Donc, autant dire qu'il va falloir sortir plus que les rames pour pouvoir remonter au score. Sauf que absolument tout ce que j'ai tenté a foiré pitoyablement. C'est-à-dire qu'à la fin, j'avais mon adversaire qui était en PLS à côté de la table. Je ne sais pas s'il était déprimé pour moi ou s'il s'empêchait de rire, un des deux. Donc, un foirage total du début à la fin, ce qui est rageant parce que clairement, quand tu regardes la configuration de la table, mon armée, son armée, il y avait toute la place du monde pour y aller. Bon, bah écoute, ce jour-là, la déesse de la victoire m'a regardé et m'a dit « Ah non, non, pas toi et pas maintenant. Oui, mais non, 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 n'essaye pas. Enfin, essaye, parce que c'est rigolo, mais non, tu n'y arriveras pas. » Donc au final, hein, je m'en sors sur un 5 à 1, hein, donc il fait quand même ces 2 secondaires plus le central, 3 secondaires plus le central, et moi j'ai réussi à faire juste un secondaire. Donc bon, autant dire que c'était vraiment pas ma journée. J'étais alors un peu colère. Ne vous inquiétez pas, pour les plus impatients d'entre vous, on fera un billet d'humeur sur les ouin-ouin, mais ce sera plus tard. Alors, je sais que c'est pas bien, hein, je m'en suis excusé auprès de tout le monde après, mais bon, il y a un moment, comme il le disait, c'est la fin de la journée, t'es fatigué, tu viens de te prendre une série de mafres. Donc bon, j'étais un peu colère, fallait que ça sorte, il y a une porte d'entrée qui a pris une baigne. Bon, je me suis excusé dans la foulée parce que c'est pas bien. La frustration, c'est quelque chose qui est humain. C'est un jeu, mais parfois, dans de rares cas, on a vraiment l'impression d'être dans l'impuissance la plus totale, l'incapacité complète à pouvoir réaliser quoi que ce soit, et l'intégralité de nos skills, de nos habitudes, de notre expérience n'y peuvent rien. Souvenez-vous toujours, c'est un jeu de dés. Donc là, on a fini la journée 1. Du coup, gros apéro, tout petite collation. Non, gros apéro, sorti au resto, on s'est mis bien, tout le monde était content, on a rigolé, on s'est mis des baves dans le dos, c'était génial. C'est ce qu'il faut, ça fait aussi partie de l'ADN de ce type de tour, de ce tournoi-là. Et on s'est donc retrouvé dimanche matin, frais et dispo, vite fait, hein, sur la digestion de la raclette. Voilà, donc la 4e partie, première partie de la journée de dimanche. On va donc se déployer dans les largeurs de table. Chaque joueur place un marqueur d'objectif qui doit se trouver dans sa zone de déploiement à plus de 12 pas d'un bord de table. À la fin de la partie, chaque joueur marque un point de victoire par objectif sous son contrôle et un point de victoire par mission secondaire remplie. Et là, une fois de plus, les secondaires vont être importantes parce qu'au mieux, tu as ton objet et tu as celui de l'adversaire, tu marques 2 points. Et bien, tu peux encore perdre si l'adversaire fait tous ses secondaires. Exactement. Et toi, aucun. Sauf que les objets, tu sais où ils sont. Les missions secondaires, ça reste aléatoire. Voilà. La partie de dimanche, j'affronte Moa, qui est donc le fameux Orc Legion. Orc Maraudeuse. Voilà, Maraudeuse, mais Legion parce qu'ils sont beaucoup. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même, c'était une armée infanterie populeuse. Ouais. Liste très intéressante. Oui.
Sur le papier, on en reparlera la semaine prochaine sur la vidéo méta. Cette liste me donne des sueurs froides par le nombre d'unités, la qualité des unités, la rapidité des unités. Donc je sais qu'il peut venir me chercher. Et je sais qu'il va le faire. Mais là, quand je vois sa liste, on s'y intéresse plus sérieusement et immédiatement, je me rends compte qu'en fait, il ne peut pas gérer mes volants. Il ne peut pas gérer les volants. Ça veut dire qu'il a fait une liste orientée CAC où les seules unités de tir portent à 12 pas. Donc, il ne peut strictement rien faire contre mes volants. Je déroule. Ah ben oui, non, là forcément, bon, il y a un moment, il part avec un handicap difficile à rattraper. C'est une partie qu'il ne peut pas gagner. Et c'est dommage. C'est dommage. Donc, cool, parce que bon, on savait dès le départ que ça allait être très compliqué pour lui. Bon, ça s'est pas trop mal passé. Je pense que voilà. Tu fais combien ? Là, sur cette partie, je fais 5-0. Oui, donc, je score tout. Bon, les 3 secondaires plus voilà, les 2 primaires. Donc c'est bien, ça te fait un gros delta de points. Et alors, je l'empêche. Alors ça, par contre, c'est une erreur de sa part qui lui aurait peut-être permis, sur un malentendu, d'aller chercher l'égal. Habitué lors de ses précédentes parties de pouvoir faire un peu ce qu'il voulait avec son petit sorcier gobo qui se promène, machin, tout ça. Innocemment, il te me le fout séparé de tout, bien en vue des volants, T1. Donc, j'ai le T1, qu'est-ce que je fais ? 6 tirs à péflu avec un croissant dessus. Oui, bon, c'est la première fois qu'on me le pète, me dit-il. Sur un grotte, oui. Oui, sauf qu'il était destiné à foutre le flying à toutes les autres unités qui étaient bien enfermées dans sa zone. Du coup, il a eu du mal à s'en extraire. De très grosses difficultés à en sortir, toujours accessible à mes croissants, toujours vulnérable à mes faibles de CAC qui tâchent. J'ai fait ce que je voulais. Pour ma part, parce que j'aime mes 203, sur ma 4e ronde, je tombe sur le 3e joueur Alien Hive, parce que j'ai fait le Grand Chelem, la trilogie. Oui, on avait dit qu'on ne pouvait pas te laisser comme ça, jamais 203, voilà. Il fallait le faire. Donc du coup, je tombe sur une liste petit nid. Alors il y a quand même beaucoup de petites escouades de 10, Gaunt, Thermagant ou Armagant. Il y avait sa grosse Death Star de guerrier tyrannide un peu énervé. Très énervé d'ailleurs. Du coup, je me découvre pas trop, je reste sur mon objectif, notamment avec les zombies, mes tireurs qui restent là pour dégommer tout ce qui sort, parce que ces unités de Gaunt, malheureusement, sont pas assez nombreuses pour être résilientes. Il suffit que tu leur fasses 5 pertes pour qu'ils fassent leur test de co, qu'ils le ratent et qu'ils en perdent encore plus. Donc ça a été assez facile de gérer les petites hordes. Il a quand même gardé quelques réserves assez intelligemment pour pouvoir contrer mes faibles qui arrivaient T2. Mes faibles arrivent, font leur boulot, notamment dans la mesure où j'avais l'init, je mets d'abord une unité, puis lui passe en unité de gros nid. Et évidemment, j'avais gardé à mettre en face les Terminators avec les fuseurs, les Ratata et le sorcier qui fait mal, pour les mettre juste en face. Comme c'est moi qui avais l'init, j'entame le tour et je lui lave quasi entièrement son escouade, comme m'avait fait HWK. Je la lui lave quasiment sèche, et ce qui restait en plus a été piné. Donc cette grosse menace tranquille, donc je tiens mon objo et après j'ai plus qu'à tenter d'aller chercher le sien. J'ai failli y arriver, mais il avait gardé quelques réserves d'Ormagont pour venir chasser mes unités qui avaient réussi à aller jusqu'à chez lui. Et à la fin, je crois qu'il restait que le Carnifex sur la table pour ce qui est pour lui. Malheureusement, tant mieux pour lui, il a quand même réussi à scorer pas mal de secondaires, à conserver son objectif primaire. On se quitte sur un 4-2. 4-2, voilà, ce qui est une victoire assez confortable eu égard au scénario, parce que je fais quand même 3 secondaires. Il y a un sujet avec la construction de liste dont on parlera dans la méta. Oui, mais il sauve quand même globalement plutôt bien son score en restant quand même sérieux, même si mon armée tapait vraiment très fort. Mais il ne s'est pas démotivé, il ne s'est pas désorganisé, il est resté sérieux jusqu'à la fin. Donc après midi, histoire de rester dans le ton, cassoulet. Non mais ça... Cassoulet. Tout le monde était déjà à moitié crevé sur la digestion, c'était génial. Cassoulet, écoutez, il n'y avait qu'à manger moins de raclette le soir. Ah oui. Donc cassoulet solide pour les bonhommes qui en veulent. Et on enchaîne quoi sur la dernière partie du week-end. Donc celle qui va mettre tout le monde d'accord. Oui, parce que clairement, le classement final n'était pas déterminé jusqu'à la dernière game, ce qui est cool. Donc déploiement en diagonale. Les joueurs doivent placer 3 marqueurs d'objectifs sur la table. Si une unité contrôle un marqueur d'objectif, retirez-le de la table. Il compte comme ayant été transporté par l'unité. Si l'unité est détruite, le marqueur d'objectif repop à l'emplacement occupé par l'unité au moment de sa destruction. Et on score
À la fin de chaque tour, les joueurs marquent un point de victoire par objectif contrôlé, sauf si l'unité qui le contrôle est pinée, et un point de victoire par unité ennemie entièrement détruite durant ce tour. Ce qui est une forme de secondaire et qui peut permettre à des armées moins mobiles de pouvoir quand même tirer un peu leur épingle du jeu. Pourquoi? Parce que les unités fast, la plupart du temps, alors les armées fast, la plupart du temps, sont des armées qui sont un peu plus fragiles, et donc ça permettait de modérer un petit peu le scénario, ce qui est une... Alors c'est un scénario qu'on a quand même pas mal testé en amont, parce qu'il avait quelques petits défauts dans sa version de base. Oui. Donc du coup, moi, je tombe donc sur Vlad. C'est la partie durant laquelle le plus de points de victoire ont été accumulés tout au long du tournoi. Ça commence à scorer dès le début. Donc il est obligé de positionner des trucs. Mais il ne sait pas trop parce qu'il y a les volants en face, il va se passer quelque chose. Donc, ce qui devait arriver arriva. T1, il ne met rien. Je grappe 2 objectifs sur les 3 avec les scarabs. Il a le nid de T2. Erreur bête. Il me montre immédiatement ce qu'il veut faire. Il prend un land speeder qui met strictement à portée d'un volant pour pouvoir débarquer la dev à l'intérieur et finir le volant puisqu'il a l'init. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je prends mon unité de dépeceur que je mets devant le land speeder. Je profitais d'un bloquant devant le land speeder pour l'empêcher de débarquer ses mecs à portée de tir du volant. Donc je déroule, pas grand chose à exprimer, l'armée se défend très bien, mais il a beaucoup trop de retard au primaire. C'est le souci. C'est le souci, je l'emporte facilement 14-6. Ah oui, il engrange quand même pas mal de points. Oui, mais effectivement, il y a un delta conséquent, puis surtout tu marques beaucoup de points, ça c'est important. Énormément. Le principal, c'est les points de victoire, marquer des points, c'est ça qui vous fait gagner. Donc, il faut marquer. Eh bien, moi, pour ma part, sur ma 5e game, je tombe sur Gabuster et je suis content parce que j'aime bien jouer contre Gabuster et en plus, je voulais jouer contre Gabuster parce que des dinosaures avec des canons laser, c'est quand même trop drôle. Donc, on place nos objectifs. Gabuster a le choix de sa zone de déploiement, choisit une des 2 zones et là, je me dis ah, il n'a pas choisi la mauvaise. Ben non, parce qu'il n'est pas bête. En plus, il avait 2 objectifs à placer sur 3, donc du coup, il les a mis bien là où il fallait. Donc du coup, il a... Et forcé lui, parce que c'est gamble, mais voilà. Donc je regarde la configuration de la table, je regarde mon armée, je regarde son armée, je me fais bon, ça va être très compliqué. Et fin T1, je sais que c'est perdu. Voilà, parce que en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé ces petites nuées de serpents ou de je sais pas quoi, là, pour aller graber les objectifs. C'est pile poil à 12 points. Oh, il me copie, c'est pas juste. Oui, mais en plus, ils sont striders, ces trucs. Donc, comme les miens. Et comme on jouait sur la table urbaine avec les bâtiments, du coup, les bâtiments comptent comme des terrains difficiles, mais il s'en fout. Vous allez voir que ça va être la faute de l'orga. Donc, il grabe le Gjo, et puis il se barre dans les bâtiments. Là où, évidemment, je ne peux pas le rattraper parce que les zombies sont pas réputés pour courir vite. Malin de sa part, alors il n'y a pas eu que ça, parce que sachant que Mefep à l'arrivée T2, il a placé son armée de façon suffisamment intelligente pour que je ne puisse FP à aucun endroit pertinent. Il n'y a que mes possédés qui ont pu se mettre pour tenter d'aller choper un des objectifs portés par des nuées, mais les autres, c'est pas difficile, ils ne sont pas mis dans ma zone de déploiement, mais presque. Parce que je pouvais simplement les mettre nulle part ailleurs sur la table. Il a bien géré la géométrie de la table, donc c'est ce qui fait gagner une game. Et je me dis que je ne récupérerai aucun objectif, qui va donc marquer à minima 12 points, plus les secondaires. Bon, on se serre la main, mais on décide quand même de finir parce qu'on aime bien jouer ensemble, donc c'était cool. Donc on continue notre partie, c'était assez rigolo. Bon, je lui ai quand même fait pas mal de points de destruction parce que je tape tellement dur que tout ce qui sortait le bout de son pif est mort. Et ce qui était très drôle, c'est Godzilla qui arrive au milieu de la rue centrale, prend l'objectif, voit beaucoup trop de canons pointés sur lui, fait bon, fait demi-tour et se barre en courant au milieu de la rue, en se prenant dans le fion absolument tout ce que je pouvais lui tirer dessus. Et il réussit enfin à se planquer derrière un bâtiment, il lui restait 4 pèves. Il a eu chaud, Mich, Godzilla. Donc au final, il me met 13 à 4. 13 à 4, donc il engrange beaucoup de points. Les 4 points que je marque, c'est les unités que je lui flingue. Voilà. Alors j'ai quand même buté alors je vais dire l'ankylosaure, voilà, avec les gros canons. Et malgré sa ligne de défense absolument débilitante, avec je te réduis ta PA, je te fais des machins, j'ai beaucoup trop de points de vie et une sauvegarde de débile, je l'ai buté assez facilement, ce qui en dit long sur la force de frappe de mon armée. Alors une défaite, c'est pas très grave. Sur une partie avec Gab, c'est cool, donc je suis content. Ce qui fait que je termine mon tournoi sur 2 wins, 2 défaites et un match nul. On peut difficilement faire plus équilibré.
Le petit souci, on va le voir sur le tableau final des points, c'est que mes wins ont été sur des petits scores. Voilà, c'est vraiment ça qui a été structurant pour pouvoir déterminer les classements des uns et des autres. J'avais peur au début que la note de modélisme frustre trop les participants. Oui, Bon. et même sans ça, c'est le scoring en fait. C'est l'accumulation des points. En fait, simplement, il y a eu des joueurs qui ont eu des listes qui peuvent scorer fort et qui, sur des scénarios où ils pouvaient scorer fort, ont scoré fort. Grosso modo, quand tu vois l'écart entre le premier et le second, le premier fait 4 victoires et une défaite. Le second fait 5 victoires. 4 victoires et un nul, pardon. Sauf que le second, il marque 26 points de victoire tout au long de son tournoi, alors que le premier marque 38 points de victoire. Oui. Donc, Alors après, on peut toujours argumenter, discuter du système de scoring. Alors si en commentaire des gens trouvent que votre système de scoring est pourri et pas juste, n'hésitez pas à le dire parce que on peut toujours réfléchir à faire différemment. Maintenant, le système de scoring était entendu comme ça pour tout le monde. Il ne me paraît pas illogique dans la mesure où c'est la prime à la grosse win, plutôt que des joueurs qui vont jouer très défensifs et des victoires marginales. oui. Voilà, donc c'est aussi la prime à la vaillance. Le gaillard, tu vois, on va de la vague, on fait du jeu, Voilà. c'est champagne. On a des châssis de V8 montés sur des brouettes. Voilà. On va leur imposer du physique. L'essentiel, c'est que tout le monde ait été traité de la même manière. C'est ça. L'équité avant tout. Alors- Et tout ça est amené à évoluer, bien sûr. Moi, je ne suis pas fermé, on va bien sûr. réfléchir. Et en attendant, on parle de tableau des scores, est-ce qu'on n'aurait pas une proclamation des résultats? Alors, 14e système avec le truc de Ragnarok et le lot de consolation de Ragnarok. Merci à lui. 13e, Twist. Bravo à toi. 12e, il nous vient de loin, mais pas tant que ça. Primark 666. Ensuite, nous avons Eriga avec Alien Hives. Ensuite, on a Lord avec ses trucs qui puent. Ensuite, on a Aramir 09 avec ses pinins d'espace. Ensuite, on a mon Vladinouchou d'amour avec ses Marines. Ensuite, nous avons Marcus avec ses ses Eldar noirs. Ensuite, on a Nudge avec ses titis. Ensuite, on a Moa avec ses orques. Félicitations. Ah, une demi-marche du podium. On a mon prof de méca préféré. Sur le podium, les lézards de l'espace. Félicitations. En deuxième, qui sauve l'honneur des titis. The Key. Et loin devant, votre serviteur. Et a priori, son trucage. Alors par contre, j'ai reçu ça. C'est de vous. En vous remerciant. Donc je l'ouvre. On dit que la moindre des politesses, c'est de défoncer le paquet cadeau. Donc je défonce le paquet cadeau. Qu'est-ce que... Et du sel. Merci. Merci. Merci à toi. Merci à vous. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé alors des bons et des mauvais moments, j'en ai conscience, parce qu'on ne peut pas être égal tout le temps, hein, d'accord? Quand on tombe sur la liste qui ne va pas, sur le scénario qui ne va pas, sur le... Oh, salut, tu vas bien? C'est sûr que c'est compliqué, hein, voilà. Mais bon, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est à une prochaine, je l'espère. Bon, voilà. Hein. Alors, j'ai envie de dire, évidemment, hein, la corruption est toujours là, est toujours bien présente, hein, puisqu'évidemment,
l'orga principal gagne le tournoi. C'est vrai. Voilà, évidemment, aucune contestation possible. Hein. Ici, on est dans une dictature, donc taisez-vous. Moi, je remercierai jamais assez notre magasin partenaire Ragnarok de nous avoir diffusé des bons d'achat pour les 3 premiers et le dernier. Oui, alors, le lien de la boutique est en commentaire. C'est pas sponsorisé, Absolument on ne gagne pas un copec. Rien Mais du tout. Il nous a envoyé un ascenseur, on lui renvoie C'est l'ascenseur. normal. Lien de la boutique en description, allez-y. En plus, il y a moins 20% sur les produits Games Workshop De base. de base. Ainsi que Des petites réglettes rigolotes. une magnifique réglette rigolote floquée à son nom. Alors, qui gravé permet- à son nom. Ouais, c'est pareil. Oui, ah. 2, 3 et un pas, hein, voilà, normal. Donc merci Ragnarok, hein, parce que c'est toujours cool. On a enfin des partenaires, on existe, c'est génial. Et point très important, avant de vous laisser vaquer à vos occupations, un énorme remerciement à Poussera Pierre, qui était notre 15e joueur dans les starting blocks prêt à jaillir si d'aventure un joueur se retrouvait malade, empêché ou quoi que ce soit. Ce qui fait y arriver. Ce qui a failli arriver, hein, parce qu'on a eu une blessée quand même, la malheureuse, mais qui a assuré tout au long du tournoi avec une gentillesse. Merci d'être venue, madame. Et merci à Pouce, parce que c'est pas péjoratif, mais un tournoi a toujours besoin de petites mains, et il a été là tout le temps pour trancher des petits litiges de règles, donner des petits conseils, des petits litiges de règles, hein, tout s'est bien passé. Hein. Appelez l'arbitre. Voilà, appeler l'arbitre, donner des petits conseils, filer un petit coup de main, faire un café parce que ça fait toujours zizir, tirer des secondaires parce que c'est bien d'avoir une main innocente. Enfin, il a été au four et au moulin absolument tout le temps. C'est génial d'avoir un type comme ça avec nous. Donc oui, c'est du cirage de pompe. Merci Pouce. Ainsi que tous les membres des Mordus ariégeois qui nous ont aidés la journée du samedi. Exactement. Et surtout à l'installation des tables. Et qu'on en a fini pour cette première partie de débrief de LTC 2. Et qu'on vous remercie de nous avoir suivis. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas que la poutre est éternelle.